L'hypnose est la voie royale pour accéder à l'inconscient. Accéder à l'inconscient est complètement nécessaire à toute psychothérapie et toute introspection. Mais qu'est-ce que l'inconscient? C'est tout ce qui n'est pas conscient, nous répond Milton Erickson, le père de la psychothérapie moderne. Tout ce qui n'est pas conscient, ça veut dire que ça ouvre tout un espace de possibles. Alors, inconscient, conscient, deux conscients, trois conscients, on arrive bientôt dans la conscience. Levez le voile sur les mystères de la conscience, c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. Bienvenue dans les virtuoses de l'hypnose. Et pour aborder ce thème, j'ai la joie de recevoir Myriam Gablier. Bonjour. Bonjour Myriam, vous êtes auteure, vous êtes psychopraticienne et vous êtes aussi formatrice. En thérapie psychocorporelle. Voilà, et vous êtes aussi auteure et on va présenter votre livre aujourd'hui, Les mystères de la conscience, qui sont parus aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Voilà, merci. J'ai un nouveau livre aussi qui va paraître qui s'appelle Un corps extraordinaire et qui traite de toute façon des mêmes sujets. Hein. J'ai élargi le champ en incluant le corps dans le questionnement. Le corps dans la conscience et la conscience du corps, tout un programme. Et Nicolas Dumont, vous êtes psychologue, hypnothérapeute, spécialiste de la transe. Vous avez fondé l'école de la transe, qui est aussi une transe hypnotique, de l'hypnose bien sûr, mais aussi une transe aussi reliée aux traditions chamaniques, à l'hypnose ericksonienne, mais aussi holotropique. Disons que j'explore les états modifiés de conscience depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, pas seulement dans le contexte occidental, et voilà, mais en important tout ça après, dans des pratiques de transe différentes, voilà, mais pour accéder à cette ouverture et ce mystère de la conscience. Merci de ton invitation, Catherine. Ben c'est avec grand plaisir. Donc, état modifié de conscience, mais de quelle conscience parle-t-on? Parce que c'est vrai que c'est la définition de l'hypnose. On dit état ordinaire de conscience, et puis l'état modifié de conscience, qui serait l'état hypnotique. Mais à ce moment-là, on arrive dans qu'est-ce que la conscience? Alors, qui se lance en premier? Vas-y, je t'en prie. Clairement, la conscience, c'est à la fois quelque chose qui est très utile dans le langage courant, puisqu'on a besoin de ce mot-là. Et en même temps, c'est un petit peu un mot fourre-tout dans lequel on met beaucoup de choses. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de se repérer par rapport à la conscience. Surtout qu'il y a aussi, à travers l'histoire, différentes définitions de la conscience. Mais pour faire simple, le mot conscience tel qu'il est utilisé dans le langage courant va nommer un espace de conscience vigile, de conscience alerte, c'est-à-dire de l'état dans lequel on est maintenant. On interagit, on peut répondre à des signaux quasi immédiatement. Mais évidemment, la conscience peut comprendre en fait d'autres niveaux, et notamment des niveaux qui vont être davantage non conscients. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que la première définition qui a été donnée par Descartes, c'est une conscience qui se donne de manière immédiatement réflexive, immédiatement vigile. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que en fait, la porosité entre cet état de conscience dit normal et des états qui sont plus inconscients est certaine, c'est-à-dire qu'il se passe des choses sous la conscience qui relèvent de la conscience. Alors justement, avant d'aller plus loin, je sais Nicolas que quand on te dit état modifié de conscience par rapport à l'état ordinaire de conscience, mais qu'est-ce qu'un état ordinaire de conscience? Oui. Est-ce que ça existe? Oui, parce que c'est un concept, on va dire, mais dans nos réalités sensibles, il est évident que ce qu'on appelle mon état ordinaire de conscience, bon, on dit quand je vais chercher le pain, etc., d'accord, c'est une façon de le dire, mais un Auvergnat qui va chercher sa baguette n'est pas dans le même état de conscience qu'un aborigène qui va chercher je ne sais quoi là où il vit. À manger. Voilà, qu'un Amazonien, qu'un enfant, qu'un adolescent, qu'un adulte, qu'être en vacances, qu'être au travail. C'est-à-dire qu'il y a une contextualisation de ça. Donc moi, je définis l'état ordinaire de conscience comme d'abord une calibration culturelle. Ça veut dire qu'une culture se met d'accord sur qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que l'autre. Et à partir de là, on va éduquer l'enfant, calibrer d'une certaine manière, comme une fréquence radio, son état de conscience à relationner avec lui-même, avec les autres, avec le monde, d'une certaine façon. Donc l'état de conscience, il est tout le temps fluctuant. Il est tout le temps fluctuant,
Et il y a, selon les cultures, ils ont une habitude de développer une forme d'état de conscience, que nous, on appelle état modifié, vraiment. Hein. L'état de transe, pour nous, est vraiment un état différent de notre état d'occidental, quoi, hein, relationnant de manière rationnelle, enfin, racontant ça en tout cas, par rapport à d'autres cultures dans lesquelles la transe vient dans un continuum d'une conscience ordinaire qui est déjà, pour nous, en tant qu'Européens, modifiée. Alors avant de parler culture, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu histoire, parce que Myriam, tu es doctorante en histoire et tu t'intéresses à la conscience, et là on le voit bien à travers les siècles, il y a les 3 derniers siècles, il y a des évolutions, et c'est très culturel finalement, la transe, enfin comment on va pouvoir vivre ces états modifiés de conscience, comment c'est considéré. En fait, on voit bien au travers les âges que ça a été considéré de façon très différente. On voit bien qu'au XIXe siècle, c'est même pathologique d'entrer en transe. L'hypnose est considérée comme un état pathologique. Alors, à travers l'histoire, je pense que déjà, ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que justement, notre culture occidentale va opérer une bascule majeure au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, l'être humain va être rabattu sur un corps physique, vraiment un corps juste biologique. Donc, en fait, il perd son âme. Jusqu'au XVIIe siècle, l'être humain a une âme, et donc on tolère en fait des niveaux spirituels où la possibilité qu'il puisse entrer en connexion avec des entités angéliques ou démoniaques qui existent en fait dans un espace invisible. À partir du XVIIIe siècle, on rabat tout sur son corps physique. Et comme il faut quand même penser la sensibilité, c'est-à-dire on est des êtres sensibles, et que cette sensibilité ne peut plus s'enraciner dans l'âme, elle doit dorénavant s'enraciner dans le corps. Donc ce qui se passe là, c'est qu'on va réinventer une psyché qui va être davantage individuelle et intérieure. On va gagner en intériorité. Donc on a perdu en extériorité, on a perdu en dimension spirituelle, et on gagne en profondeur. Et toute la question, c'est de quelle profondeur on parle. Parce qu'au début, quand on a les magnétiseurs qui vont mettre justement des personnalités en transe, des somnambules en transe, ils pensent, ce qu'ils constatent en fait dans ces états de transe, c'est qu'il y a encore une porosité psychique, il y a des états de transmission de pensée, des états de voyance à distance. Donc là, tu nous parles des expériences de Puységur, hein, voilà, pour le nommer. De Puységur, et puis il y aura plein de Mesmer, en fait, d'aristocrates. Alors Mesmer se un voulait... petit peu avant. Voilà, donc Mesmer va lancer le magnétisme animal, mais lui se réclamait vraiment de l'esprit des Lumières très cartésien, donc il ne tolérait pas ces états-là, mais Puységur, derrière lui, va un jour magnétiser un jeune paysan qui va tomber dans un étrange sommeil qu'il va appeler le sommeil somnambulique, depuis lequel vont se produire des phénomènes étranges qui présupposent ce qu'on appellera par la suite la télépathie. Donc les magnétiseurs sont encore dans cette ouverture que l'être humain est poreux psychiquement. Mais évidemment, vu qu'en parallèle, on a une montée en puissance de la science matérialiste, le milieu académique ne peut pas recevoir cette porosité psychique. Donc, il va y avoir un clash entre les magnétiseurs et l'Académie de médecine. Donc, ce corpus de savoir va être vraiment marginalisé. Et quelques décennies plus tard, on a l'hypnose qui revient via Bread notamment, mais Charcot, Bernheim. Et là, c'est une hypnose qui s'est débarrassée de la possibilité d'une porosité psychique et qui va penser que les états d'hypnose sont des états un petit peu soit de désintégration de la conscience ou d'automatisme. C'est comme si la personne est plongée dans des états automatiques. Heureusement, derrière, on a d'autres courants d'hypnose qui vont récupérer l'intelligence profonde de l'être humain. Enfin bon, bref. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Charcot, et alors qu'en fait, il considérait que l'état de transe était un état d'hystérie. Voilà, donc là, on est avec effectivement une vision de l'être humain qui a été chamboulée. Non seulement il n'a plus son âme, mais dans ses profondeurs psychiques, il n'a plus une intelligence à l'œuvre et il n'a plus sa porosité. Donc pour l'hypnose de la fin du XIXe siècle, cet état est effectivement assimilé à un état de désintégration de la conscience et un état pathologique. Hein, et comme je l'ai dit, heureusement derrière, il y a d'autres penseurs qui vont réouvrir le champ. Mais donc on est sur des débats de fond et en fait ce qui se joue là, c'est tout simplement notre vision de l'être humain. De quoi est composé l'être humain et quelles sont les profondeurs psychiques de l'être humain. Donc à l'heure actuelle, l'être humain n'a pas d'âme, en tout cas scientifiquement. Qu'est-ce qu'il a en fait?
Eh bien, ça dépend parce on est dans une culture qui n'est pas entièrement homogène, mais on va dire que dans le milieu académique, il a une conscience qui est dorénavant produite par le cerveau, puisqu'elle ne peut plus être une propriété de l'âme. Mais on est aussi là avec un problème, c'est que quand on évacue l'âme et qu'on rabat l'être humain sur un corps physique, le corps tel qu'il est conçu à ce moment-là, c'est un corps mécanique, fait d'une matière inerte, et donc un corps dont les lois peuvent être réduites à des formules mathématiques. Et ça, c'est censé expliquer la conscience. Donc il y a l'idée que en fait, c'est le cerveau qui produit la conscience, mais en fait, il n'y a pas de preuve de ça. Ben, en fait, c'est un paradigme, en fait. Non seulement, c'est difficile quand on cherche à voir les preuves, parce que bon, le cerveau a certainement quelque chose à jouer dans la production de la conscience, en tout cas dans l'avènement de la conscience à l'intérieur de l'être humain, mais il n'en est certainement pas la source. Donc en fait, déjà, on est avec un problème parce qu'on est avec un corps physique qui produit la conscience, qui est en fait deux choses différentes, et ça on le retrouve en 1995 avec le problème difficile de la conscience de David Chalmers. C'est pas parce qu'on explique la tuyauterie du cerveau qu'on explique pourquoi une expérience sensible se donne à nous. C'est deux choses différentes. Donc quand on rabat la conscience ou l'expérience sensible sur un fonctionnement physique, ça ne marche pas. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème, c'est le point aveugle de notre culture, c'est qu'on veut tout expliquer par des lois mathématiques et physiques. Or, la sensibilité, en termes philosophiques, on dit que c'est une autre ontologie. C'est encore autre chose. On ne peut pas réduire la sensibilité, l'expérience sensible à un fonctionnement physique. Alors dans d'autres peuples, évidemment, dans d'autres cultures, c'est extrêmement différent. Oui, moi je veux bien commenter d'abord l'aspect historique parce que je trouve que c'est intéressant de mettre ça en relation avec justement l'aspect plutôt anthropologique, on pourrait dire. C'est que on voit dans l'histoire, si on l'apprend à partir justement du magnétisme animal, de Mesmer, de Puységur, puis Brede, etc., que les conceptions sur la transe, enfin même si Mesmer ne parlait pas de transe, mais les conceptions de Mesmer au départ sont énergétiques et il produit des transes convulsives. Ensuite, on va arriver comme un dialogue entre un paradigme, c'est un peu mon idée de fond, hein. Il y a un dialogue entre un paradigme culturel et puis les personnes qui vivent la transe en fait. Hein. Et après Mesmer et son paradigme énergétique, puis Ségur émerge un paradigme psychique, on pourrait dire, où la transe devient un phénomène psychique, mais d'un grand psychisme, puisque c'est un grand moi et un petit moi qui sont à l'œuvre, et qui va féconder tout un champ d'observation extraordinaire sur le potentiel humain, qui est beaucoup plus vaste que ce qu'on considère comme étant l'homme rationnel, etc. Et ensuite va arriver James Brett, qui est chirurgien et qui cherche à anesthésier ses patients, et va émerger une transe anesthésique, qu'il va appeler en plus hypnose, pour bien sceller, et va arriver une transe très anesthésique, que Charcot va en plus pathologiser, en la reliant à l'hystérie, Freud va ensuite la réprimer, et cette forme de transe où le sujet est automate, du coup, les patients se conforment à ça, et on voit un appauvrissement de la manifestation de la conscience, jusqu'à Milton Erickson, qui va réouvrir en quelque sorte, moi je dis décorseter et un petit peu dépeigner le chignon européenne de Madame Hypnose, pour, disons, redonner de l'espace et de la vie, en fait, hein, y compris relationnelle, à cette transe. Et alors c'est sûr que Milton Erickson a complètement révolutionné le monde de l'hypnose en présentant un inconscient qui n'était pas du tout pareil que celui qu'on connaissait avant, de celui de Freud. Donc c'était plus un réservoir de pulsions terribles. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont peur de l'hypnose en disant « je vais ouvrir la boîte de Pandore, qu'est-ce qui va m'arriver ?» Donc lui, il a parlé d'un inconscient réservoir de ressources, un inconscient bienveillant. Et il influence en fait les grands thérapeutes d'aujourd'hui encore. Et toi, Nicolas, tu vas plus loin dans l'explication quelque part de Milton Erickson, puisque tu considères que c'est un chaman. Oui, alors juste pour dire ce qu'est un chaman, parce qu'aujourd'hui on dit chaman, ça fait pétiller plein de choses en fait, hein, mais j'aime bien rappeler quand même que le chaman n'existe pas en dehors des sociétés animistes. Ça veut dire qu'il prend corps, ce qu'on appelle chaman, prend corps dans une société, dans une culture qui a un rapport à la nature fait de conscience, pour utiliser un mot moderne, hein, fait de conscience. Eux ils disent fait d'esprit, enfin il y a des mots différents, mais fait de conscience, tout est issu de conscience. Et donc le chaman, c'est un thérapeute d'une culture animiste qui évidemment propose un soin avec la collaboration, avec l'ensemble des consciences qui se tissent ensemble pour aider un individu qui a une disharmonie en quelque sorte et va sécréter des symptômes en quelque sorte. Donc il se fait médiateur, disons, entre voilà, un ordre du monde et un autre.
Et Milton Erickson, quand on le regarde travailler, la première chose qui est saisissante, c'est que ses élèves et ceux qui ont essayé de comprendre son travail ont attrapé son travail pour le mettre dans une épistémologie occidentale, c'est-à-dire une façon de comprendre le soin à l'occidental, c'est-à-dire je fais quelque chose à l'autre qui, enfin, détaché. Or, Gregory Bateson, qui était un grand éthologue, ethnologue, je ne sais plus exactement tout ce qu'il faisait, regarde le travail de Milton Erickson et pose justement que son épistémologie de travail est traditionnelle. Est traditionnelle, c'est-à-dire qu'il ne retire rien du système, il rentre dans un système de manière organique, en quelque sorte, et il travaille de manière organique. Et c'est un des éléments, parce qu'il y en a plein d'autres, qui, pour moi, quand je regarde le travail de Milton Erickson, dit c'est être, on pourrait dire, un chaman, pour utiliser ce mot-là, un chaman médecin et un médecin chaman, ou un médecin étant relié aux manières traditionnelles, disons, de soigner. Ça rejoint la vision de sa fille Betty Alice, qui parlait de son père comme un guérisseur. Exactement. Et je suis sûr que lui, je ne sais pas s'il aurait été d'accord ou pas, parce qu'il avait un paradigme très matérialiste, naturaliste. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été d'accord avec ça. Oui, mais d'un autre côté, c'était l'époque qui voulait ça. Il y a des époques qui ont quand même été très... Déjà, l'hypnose, c'était déjà un gros mot, c'était déjà terrible. Ou même l'inventeur de la sophrologie, qui n'a pas dit qu'il faisait de l'hypnose, parce que sinon, ça ne serait pas passé, en fait. Déjà, on regardait son travail à Milton Erickson comme étant l'ésotérisme, alors que lui défendait une posture naturaliste, scientifique, empirique. Et du coup, si en plus il a mené des éléments comme ça, mais l'hypnose ericksonienne n'aurait pas du tout eu l'histoire qu'on connaît. Donc moi je dis heureusement, je ne sais pas ce qu'il en pensait, mais qu'il n'a rien dit. Alors je pense qu'il y a vraiment aussi autre chose qui est majeure à comprendre, c'est que quand on sort du XVIIIe siècle, on est au XVIIe avec une posture dualiste, le corps et l'esprit. On rabat tout sur le corps, on est sur une posture matérialiste. Et derrière, quand on cherche à penser la sensibilité, on explore quelque chose de très nouveau qui est un corps sensible. Et donc ce corps sensible ouvre ce qu'on appelle une troisième voie. Donc tout le champ psychique, en fait, le projet caché du champ psychique, c'est de réenchanter le corps et donc de réenchanter le monde. Et ça, c'est peu vu du grand public, c'est-à-dire qu'en fait, l'Occident a ce projet caché de réenchanter toute la réalité. C'est-à-dire de ne plus dire il y a la matière d'un côté et l'esprit de l'autre, ou il n'y a que de la matière. Non, il y a une matière sensible. Et je pense que ces chercheurs qui s'attachent à leur posture et qui se défendent d'avoir des postures ésotériques, ce n'est pas non plus pour rien. Parce que derrière l'ésotérisme, on retombe trop facilement dans une posture dualiste où le corps n'est qu'une enveloppe et l'esprit, c'est tout. Et là, c'est génial en fait. Là, ce qui se joue, c'est vraiment de réenchanter le monde, réenchanter le corps, réenchanter la matière. Et c'est là où on rejoint les postures animistes, pour qui effectivement tout est vivant, pas que esprit, mais vraiment vivant. C'est-à-dire, c'est pas juste un esprit éthéré. C'est-à-dire, c'est vraiment tout ce qui constitue le monde qui est vivant. Alors moi, il me paraît important quand même de préciser des mots. Pour les personnes qui nous regardent aussi, c'est quoi la psyché? C'est quoi un champ psychique? Est-ce qu'on peut définir? Justement, la psyché, c'est ce qu'on a inventé en Occident quand l'homme n'avait plus d'âme. On s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau avec un homme qui était réduit à ce corps matériel. Or, il est sensible. Il faut bien penser ce nouveau continent qui est cette sensibilité enracinée dans le corps. Donc, on invente la psyché en quelque sorte pour remplacer l'âme, sauf qu'on n'est plus avec les mêmes dimensions, on a perdu les dimensions spirituelles et extérieures, et on est plus avec des dimensions intérieures. Et donc du coup, on invente un appareil psychique. À partir du 19e siècle, l'être humain est doté d'un appareil psychique dont une partie est consciente et une partie est inconsciente. Et tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de l'inconscient. Déjà, précisons que Freud n'a absolument pas inventé l'inconscient. Il arrive sur le tard. On a déjà Janet qui a pensé son subconscient, qui est une désintégration de la conscience. Mais on a aussi un penseur qui est très intéressant, qui est Frédéric Myers, qui est vraiment respecté à l'époque. Et lui, comme il est au fait de toutes les recherches du magnétisme animal et de l'hypnose, il va penser une sorte d'inconscient qui est ouvert, qui permet la porosité psychique, qui permet la télépathie, qui permet d'expliquer pourquoi quand on fait descendre le seuil de conscience, on peut avoir accès à un champ informationnel.
tout ça dans des termes rationnels. Donc il est hyper moderne en fait, Frédéric Myers. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il va quelque part traduire un savoir qu'on a depuis la nuit des temps, parce qu'on ne fait généralement que réinventer la roue, mais il va le formuler dans des termes rationnels et surtout, il va préserver une vision très ouverte de l'être humain. Donc il faut bien comprendre en fait que les enjeux de fond, c'est comment est-ce qu'on définit l'être humain, et les enjeux de fond derrière l'inconscient, c'est est-ce que cet être humain, il est clôturé sur lui-même, et c'est ce que Freud va dire, hein, pour Freud, l'inconscient, c'est que du refoulé, ou est-ce que cet inconscient est ouvert sur d'autres dimensions? Un inconscient collectif. Et justement, derrière, on a Jung qui arrive et qui réouvre l'inconscient avec son inconscient collectif. Il faut savoir que Jung était très au fait des recherches de Frédéric Myers, il s'en est beaucoup inspiré. Et Jung va nous dire, ben non, inconsciemment, on est connecté à un champ psychique plus vaste qui est structuré par des archétypes. Et c'est là où toutes les mouvances transpersonnelles que tu connais bien arrivent. Donc voilà, c'est là où toute la richesse des courants transpersonnels vont travailler en clinique. Justement, ces dimensions vont chercher à les accueillir en fait. Et c'est là où le travail de Nicolas est très précieux. Alors, est-ce qu'on peut définir aussi transpersonnel? Parce que... Juste avant, oui, tu me donnes le droit de définir la psyché un petit peu. Oui. Je vais répondre poétiquement et après, je dirais que la psyché, c'est la fille de la terre et du ciel. C'est joli dit comme ça. Oui, c'est joli. Et ce serait une vision un peu traditionnelle justement de poser ça comme ça. Et maintenant, je vais dire ce que je... C'est-à-dire que pour moi, oui, il y a de la conscience dans le corps. Et quand on regarde les travaux des cliniciens sur l'émergence de la pensée chez l'enfant, c'est-à-dire un appareil psychique chez l'enfant, il n'apparaît pas hors de la relation. Ça veut dire que le bébé apparaît parce qu'il y a une mère, il y a un père, il y a un individu qui se met en lien avec lui et va faire émerger l'appareil psychique au sens d'un enfant qui non seulement peut avoir une pensée qui émerge du corps, c'est-à-dire qui émerge de la terre, c'est la terre-ciel, qui émerge du corps et le corps en relation. Donc cette psyché s'élève à partir de l'organique, mais aussi il y a ce mystère de la conscience, c'est-à-dire là c'est la dimension ciel, qui est ce mystère, gardons-le comme ça, qui passe à travers le corps aussi pour se représenter, enfin pour, disons, relationner avec ce plan-là. C'est là où je dis, c'est la fille de la terre et du ciel. Et donc dans l'idée transpersonnelle, du coup on n'est plus que personnel, on est justement quoi, transcendé. Alors justement, transrelation, on est quoi exactement? Cette dimension transpersonnelle, donc au-delà des coordonnées de ma personne, qui me permet de me définir, hein, j'aime bien dire cette petite parcelle de familiarité qui me compose et que j'aime bien dire c'est moi, hein, se réveiller le matin et se sentir, oh, se goûter c'est bien, hein, on se retrouve, on s'éveille, ensuite on ouvre un peu son espace. Mais il y a des espaces de soi et des espaces du monde qui sont au-delà de ces coordonnées-là, même si elles me sont habituelles, elles me sont familières. Et tout le courant de la psychologie transpersonnelle est né d'abord de manière pragmatique. C'est pas venu d'une pensée, enfin peut-être tu me diras historiquement, peut-être que c'est différent, mais en tout cas c'est venu de cliniciens qui, mobilisant les états modifiés de conscience, enfin des états intenses, hein, comme la respiration tropique de Stan Grof, les peak experiences de Maslow et compagnie, c'est-à-dire en mobilisant des états modifiés de conscience intenses, les gens ont tendance à vivre des expériences spirituelles. Donc les cliniciens, qu'est-ce qu'ils font? On ne peut pas évacuer l'expérience spirituelle, l'expérience humaine, puisque les gens tendent à le vivre spontanément. Et donc ils ont commencé à produire une psychologie qui étudie et essaie d'organiser ce champ d'expérience, essaie d'en faire un objet du coup scientifique, essaie de regarder. Et évidemment, puisque ça touche l'expérience spirituelle, se sont positionnés avec le projet, je dis vraiment le projet, de faire se conjuguer ou dialoguer en tout cas la science et la spiritualité. Voilà, donc ça c'est le projet initial, la psychologie transpersonnelle depuis les années 70, donc il y a quand même une accumulation de données très importante de ce courant-là. Voilà. Alors oui, historiquement je te rejoins sur le fait que c'est vraiment des données empiriques, hein, qui ont forcé qui ont demandé à ce qu'elles soient pensées. Hein, c'est un constat que quand les gens sont en transe, eh ben, il se produit des phénomènes qui dépassent la biographie de la personne, c'est-à-dire son histoire personnelle. Donc on a voilà, différents niveaux du coup dans le transpersonnel. On a ce niveau biographique qui est pris en charge par la psychologie normale, mais très vite on va avoir le transpersonnel dans le sens transgénérationnel, donc les histoires familiales qui nous traversent, et puis tout ce qui est culturel. Et puis ensuite, on va s'élargir aussi sur les dimensions du règne du vivant,
du végétal, du minéral, mais des animaux. Enfin, on peut capter en fait des informations qui sont bien au-delà de nous. Et ensuite, il y a toute la question des archétypes. On peut être traversé par des structures psychiques archétypales, ou en tout cas alors, tu peux donner des exemples pour que ce soit un peu plus parlant? alors, une structure Si archétypale, je suis traversée tout d'un coup par une structure, ça peut qu'est-ce qui se être passe? la structure du héros. D'un seul coup, je suis saisie par un courage et je me lance dans une situation difficile pour sauver quelqu'un et je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis saisie par quelque chose. Ou ça peut être, à l'inverse, l'archétype de l'échec. Voilà, on a des structures comme ça qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Et puis, il y a d'autres couches encore qui sont, pour certaines cultures, des couches karmiques, la possibilité qu'on ait déjà vécu et qu'on soit connecté à des vies antérieures. Et autre niveau, c'est la possibilité qu'il y ait des entités dans un niveau plus subtil. Et donc le transpersonnel décline en fait toutes ces dimensions qui vont au-delà de ma petite personne. Et après, à chacun de voir avec quelle dimension il est à l'aise, hein, parce que voilà, tout le monde n'est pas d'accord avec tout. Donc là, on est au-delà de l'inconscient, en fait. C'est-à-dire on a notre conscient, alors ensuite on a notre inconscient, et du coup, l'inconscient, tu mets dans une conscience plus vaste. Ça peut être compris dans l'inconscient, parce que c'est non conscient, c'est des choses qui nous agissent de manière non consciente. Mais effectivement, là, on fait appel déjà à l'inconscient collectif de Jung, ou au moi subliminal de Frédéric Myers, ou on va dire une mer informationnelle ou un océan informationnel dans lequel on baigne, depuis lequel on capte des informations qui nous traversent, mais qui ne sont pas forcément les nôtres, même si souvent il y a des résonances. Indépendamment de la transe, ça rejoint un petit peu les aventures extraordinaires dont tu parles dans ton livre, la prémonition, la télépathie, les sorties de corps, ou même les expériences de mort imminente, en fait, où on a l'impression que finalement cette conscience qu'on croyait produite par le cerveau n'est pas forcément produite par le cerveau, elle est sans doute délocalisée, et non localisée en tout cas, en fait, pas délocalisée mais non localisée. Oui, mais toute la question c'est de savoir qui sommes-nous. C'est-à-dire, est-ce que nous sommes le contenu de notre conscience, ou est-ce que nous sommes ce dont parlent les grandes traditions spirituelles, plutôt une conscience témoin qui vit quelque chose et qui va avoir tendance à s'identifier à un contenu, mais qui en fait n'est pas ce contenu. Vous voyez, le problème, il est là. C'est-à-dire que on a tendance à s'identifier, à se définir, à dire moi je suis française, j'ai vécu ça dans mon enfance, mais en fait je suis bien plus que ça. Et est-ce que je suis ça? Est-ce que je ne suis pas juste cette conscience témoin qui vit quelque chose, mais qui pourrait aussi se détacher de cette identification et s'attacher à autre chose, ou tout simplement chercher à ne plus m'identifier à rien. Voyez? Et donc, on a tendance à chosifier les choses en Occident, et donc à chosifier l'individu, et c'est vraiment toute la bascule qui va s'opérer avec la matérialisation. Or, en Orient et dans les cultures chamaniques, l'homme est beaucoup plus plastique, flexible, il passe par des étangs d'ailleurs. Le cercle du vivant. Voilà, le cercle du vivant, il peut changer de nom. Il peut changer de statut social. Enfin, on est beaucoup moins défini. Et justement, c'est pour ça que ces cultures acceptent plus facilement qu'on passe d'un état à l'autre tout le temps. Et puis de toute façon, toute la journée, on passe d'un état à l'autre. Il suffit qu'on boive un verre ou qu'on soit fatigué. On n'arrête pas de changer. Hein, on est constamment en train de renouveler qui nous sommes. Moi, on est d'abord un univers de possibilités. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours retenu la définition de Milton Erickson de l'inconscient. Tout ce qui n'est pas conscient. Parce qu'avec cette notion-là, justement, on arrive à des impasses de pensée un peu. Alors, on est dans quelle couche, on est dans quelle autre. Alors, ceci dit, créer des cartographies, c'est universel. On a tous besoin de créer des cartographies. On a envie un peu de se repérer dans cet univers de la conscience et de dire l'inconscient est là, le subconscient, etc. Pour se repérer, justement, aussi pour s'identifier. On a ce besoin d'identification. Moi, je trouve ça, c'est normal, c'est constitutif, c'est même structurant, parce que si on ne l'a pas, on le voit en psychopathologie, c'est quand même difficile. Ceci dit, entre cela me structure et cela est vrai, il y a une différence. Voilà. Et c'est là que, parce que du coup, nous vivons l'expérience de, oui, c'est vrai, mais parfois on est investi par. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui me déplace pour vivre une expérience. Tu disais tout à l'heure, le règne du vivant vient me rencontrer, tout à coup je suis investi par une énergie ou une autre. Et du coup, voilà, alors qui est moi, qui est je, si ce je peut être le contenant d'autre chose, hein? Alors, justement, quand il est contenant d'autre chose, ce qui reste, c'est cette conscience témoin.
Et c'est pour ça que je dis que celle-là, elle fait partie du ciel d'une certaine manière, pour lui donner une image. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, une conscience qui est là, qui reste observatrice de tout ce qui peut m'habiter ou tout ce qui peut se déplacer. Hein. Voilà, et puis c'est vrai, comme tu disais, on a besoin de l'ego, en fait, hein, d'une structure caractérielle qui nous permet d'interagir avec le monde. C'est clair on peut dire, comme tu l'as dit aussi, petit moi, grand moi. On a besoin de ce petit moi, et c'est vrai que je ne voudrais pas non plus impliquer qu'il faut se débarrasser de ce petit moi, parce que pour moi, il est très utile, surtout qu'il est le lieu, justement, de choix conscient. C'est-à-dire, ok, j'ai l'opportunité de choisir qu'est-ce que je veux stabiliser comme information, et donc comment je veux co-créer le monde. Hein. Donc c'est pour moi un lieu très important, hein, ce petit moi. Voilà, c'est juste qu'il ne faut pas penser qu'il est fixe, et il faut savoir danser avec cette identification, ce réflexe d'identification qu'on peut avoir, et ne pas oublier d'être au service de ces dimensions plus grandes, en fait. On voit traditionnellement, et ici aussi, en Occident aussi, hein, là tu me diras historiquement quand est-ce que ça s'est un peu éteint ou étiolé, mais on parlait de 3 naissances. Il y a la naissance du corps. Alors moi j'aime bien métaphoriser ça par la crosse d'une fougère qui se déploie petit à petit avec 3, on pourrait dire 3 étapes, c'est pas comme ça, mais c'est-à-dire qu'au départ on est un corps, il y a la naissance corporelle du bébé. Ensuite, il va y avoir plusieurs étapes pour ces naissances psychiques, la naissance psychique du bébé, qui arrive si tout va bien, si tout se passe bien, si l'environnement lui permet de naître à une conscience psychique. Mais il y a toujours eu les rites initiatiques qui permettaient cette naissance spirituelle. Ça veut dire ne pas arrêter le chemin à l'identification à l'appareil psychique, qui est aussi nécessaire que le corps pour relationner avec le monde. J'ai besoin d'une psyché, une structure bien construite pour bien relationner avec mon environnement, mais ça ne s'arrête pas là. Et ensuite, il faut que je prenne conscience de ma dimension spirituelle. Et donc peut-être que nous, on est malade aujourd'hui de se sentir si petit et contraint dans notre conscient et dans notre ego finalement, et on n'arrive pas à se déployer et à grandir parce que ce n'est pas proposé en fait quelque part. Oui, moi dans la vision des choses en fait. À penser qu'on est malade de ça, c'est-à-dire que quand on voit les gens qui font soit de la méditation, du yoga ou d'autres formes de ce qu'on appelle les technologies du sacré, c'est-à-dire vraiment cette ouverture à plus grand, une des expériences assez types qui se présentent sur le chemin, c'est la sensation d'un seul coup de se retrouver connecté au grand tout. Et généralement, ce qu'on entend dans les témoignages, c'est que ça fait du bien. C'est que d'un seul coup, ça fait du bien de se sentir avoir sa place dans un univers vivant et de se sentir relié à du vivant. Généralement, c'est très guérissant de faire cette expérience-là. Et je pense effectivement qu'on est un petit peu en mal On est malade de ça, en fait. On est trop isolé dans une structure qui est trop réduite au petit moi. Et on oublie, en fait, et on le voit dans la crise écologique, on oublie qu'on est dans un monde vivant qui a besoin de notre connexion à lui aussi. Alors justement, tu vas nous proposer un moment d'hypnose pour nous connecter à ce monde plus grand, à ce monde vivant. Donc ça s'appelle Souffle et conscience, et c'est le moment d'hypnose avec Nicolas Dumont aux commandes. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup de me donner ce moment. Je vais essayer de tenir dans les 10 minutes, c'est ça? 10-12. 10-12, ok. Bon, ce que j'ai proposé aux spectateurs, c'est de fermer les paupières, voilà, de s'installer bien droit. On peut participer? Oui, je vais m'appuyer sur vous. Tu nous disais justement que l'hypnose, c'était une relation. Et là, du coup, c'est à travers nous que tu vas atteindre les téléspectateurs, c'est ça? Voilà, je disais que c'était un peu, bon, ça m'aiderait en tout cas moi de vous faire l'hypnose et que le spectateur ferme les yeux et au travers de ce que je vais vous dire, voilà, utilise les mots pour pouvoir faire sa propre expérience. Voilà. D'accord. Ok, donc je vous invite à décroiser les jambes, à poser bien les pieds à plat sur le sol, les mains sur les jambes. Voilà, et simplement pour l'instant, il n'y a rien à faire que de trouver une posture suffisamment confortable. De sorte à observer d'abord les points stables de votre corps, sentir la position des pieds sur le sol. Laissez les mains se poser agréablement sur les jambes, avec un petit peu plus de poids peut-être. Sentir le bassin
qui se pose un peu plus, lui aussi qui prend son aise. Voilà. Et à partir de là, simplement, observez le mouvement de la respiration. Le va-et-vient de l'air. Et ça inspire. Et ça expire. Et pendant que vous faites cela, vous observez ce mouvement de la respiration, aussi dans les épaules, la manière dont ça bouge un peu, le corps. Comment ce mouvement de la respiration prend vie et donne vie au corps. Encore. Et sur chaque expiration, on laisse la tension descendre un peu plus à l'intérieur. Comme si chaque expiration devenait comme une marche un peu plus proche de soi à l'intérieur. Je parlais de la crosse tout à l'heure, de la fougère, elle peut tourner un peu plus maintenant vers l'intérieur, pour descendre dans son monde personnel. Laissez l'extérieur à l'extérieur, et juste laissez ma voix vous accompagner un peu plus loin. Et vous continuez à observer ce souffle et vous laissez une partie de vous maintenant imaginer qu'une personne respire en même temps que vous, sur le même rythme que vous. Laissez une partie de vous imaginer que vous respirez ensemble maintenant. Puis laissez-vous imaginer une autre personne, plus loin, à un autre endroit qui respire en même temps que vous. Doucement, tranquillement, en cœur. Une troisième personne. Puis laissez à votre rythme se multiplier dans votre imaginaire cette connexion à d'autres personnes qui respirent en même temps de plus en plus. Comme si toutes les personnes qui regardaient maintenant ce moment respirent en même temps. Voilà. Puis étendez de plus en plus pour vous relier à toutes les personnes dans le monde qui respirent. En imaginant que sur Terre, sur toute la Terre, tous les humains commencez à respirer sur votre rythme. Respire avec vous. Puis laissez progressivement la vie respirer avec vous. Imaginez que les animaux respirent avec vous. Et que dans votre respiration, la terre aussi respire avec vous. Mouvement des marées à l'inspire et à l'expire. La vie du matin à l'inspire, à la nuit à l'expire. Comme si vous laissiez naître le matin dans votre inspire et naître la nuit. Progressivement, imaginez toute la terre qui naît dans votre inspire et respire avec votre respire. Que dans votre inspire naisse aussi l'univers maintenant. Expansion, contraction. Et alors que vous portez votre attention sur votre respiration, en laissant une partie de vous continuer à se connecter de plus en plus vaste. Laissez maintenant une partie de vous. Laissez venir une petite préoccupation, un petit tracas, quelque chose
vous vous installez devant vous. C'est peut-être une sensation, c'est peut-être une image, c'est peut-être une impression. Ça n'a pas besoin d'être très construit. Et maintenant, j'aimerais que vous confiez cela à la respiration. Et on va inviter ce monde ensemble qui respire à faire quelque chose avec cela. Commencer à transformer, à digérer peut-être, en tout cas modifier, danser avec cela, rendre au monde à plus grand que soi. Ce petit tracas et d'observer comment il change. Comment ce grand souffle qui unit le monde vivant fait avec cela. Peut-être que ça change de manière notable, peut-être de manière moins notable. Et continuez. Et pendant que vous confiez ça à votre souffle, laissez-vous plonger un peu plus profond à l'intérieur. Plus profond à l'intérieur. Plus profond à l'intérieur. De manière à chaque fois plus confortable. En laissant tout cela au monde, le monde s'occupe de ça. Et à un moment, vous sentirez par vous-même à nouveau votre respiration comme vous cueillir, vous rattraper, vous ramener par une grande inspiration et sans doute avec une grande inspiration. Vous aurez naturellement le moment propice pour ouvrir les yeux et peut-être regarder le monde avec un peu légère différence, comme ces jours de pluie où l'air est tout propre, ces petites matinées où le soleil se lève, et en laissant la respiration reprendre son rythme et vous ramener d'une jolie manière. Maintenant. Ou plus tard. C'était très, très agréable. Oui, Très, merci. très agréable. Merci beaucoup. Merci, merci. C'était splendide. Et je crois aussi que toi, tu vas nous faire un cadeau, puisque tu vas nous parler du corps. Et je sais que c'est le thème de ton livre, Le Lotus et l'éléphant, qui va bientôt paraître, qui s'appelle donc Le corps. Un corps extraordinaire. Un corps extraordinaire. Et donc, tu vas nous faire un tip-top, c'est-à-dire une petite présentation astucieuse sur le corps et notre allié. Et on enchaîne directement. Si tu es tout à fait réveillée, si tu es tout à fait consciente. Oui, ça va, je suis bien. Tu es bien. Tu es bien dans ton corps. Oui, oui, ça va, je suis bien. Alors c'est le moment du tip-top. Ah. Alors effectivement, moi j'ai une passion qui est celle de vraiment soutenir l'idée que le corps est un corps conscient, vraiment, c'est-à-dire que notre corps est conscience et qu'en fait il est notre meilleur allié, particulièrement dans les moments difficiles ou dans les périodes de changement, parce qu'il est notre repère. C'est-à-dire que généralement la meilleure chose à faire quand on est bousculé ou quand on est confronté à quelque chose, c'est de revenir à sa présence, de revenir du coup à son corps. Et quand je dis corps, je précise que j'ai vraiment une vision très élargie de ce corps. Pour moi, le corps, c'est pas juste un corps biologique. D'ailleurs, le corps s'écrit avec un S, c'est des corps. Et ce qu'il est intelligent de faire, et ça peut être fait à chaque moment de la journée, même si c'est pas très longtemps, c'est de revenir
à sa présence et donc de revenir à son ressenti. C'est-à-dire juste, comme on vient de le faire par exemple, de fermer les yeux et de revenir à la respiration. Mais ça peut être aussi revenir à une sensation, revenir dans ses mains, revenir dans ses pieds. Ça peut être activer toutes les fonctions du corps qui sont toutes en fait des chemins pour revenir à cette présence. Ça peut être sentir une odeur et se plonger dans une odeur, ou regarder quelque chose d'incroyable et se laisser vraiment toucher par cette beauté. Mais toujours est-il que vraiment de revenir à cette présence corporelle va nous recentrer dans cette présence et nous donner accès à plein d'informations. Et c'est là aussi où on voit que le corps est très proche de ces états élargis de conscience, puisqu'en fait le corps prend en charge notre vie, il est vraiment notre base organique, il prend en charge notre vie H24, alors que notre conscience consciente c'est juste une petite pellicule au-dessus. Et donc de revenir s'asseoir dans cette présence, des fois c'est pas confortable, donc aussi d'accepter de sentir l'inconfort. Et ce qui se passe généralement quand on sent l'inconfort, c'est que on se rend compte que si on arrive à rester avec et à l'écouter, eh bien l'organisme peut justement s'en saisir pour le réguler. Le corps est un grand régulateur. Non seulement c'est une grande source d'information, mais c'est aussi un grand régulateur. Donc il va réguler nos tensions, surtout celles qui ne sont pas résolues, et ensuite nous donner accès donc à une source de vie, c'est-à-dire une forme de régénération. Et donc mon tip top, c'est vraiment ça. Revenez constamment à votre corps. Il y a plein de moyens d'y revenir, mais vraiment revenez à cette présence, même si ce n'est pas toujours agréable, mais c'est vraiment là où vous allez trouver vos ressources les plus précieuses et les informations sur votre vérité profonde. Très bien. Alors tu dis que, par exemple, si on revient au corps, du coup on peut sentir une petite tension dans l'omoplate, etc. Donc on reste, on peut changer de position aussi pour plus de confort, j'imagine. Mais donc on laisse finalement quelque part l'intelligence de notre corps ou la conscience de notre corps de nous guérir en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est avec une sensation, on se rend compte que la plupart du temps, cette sensation n'est pas fixe ou stable en fait. On est des systèmes qui pulsent tout le temps, qui fluctuent tout le temps. Et donc quand on arrive à vraiment remettre ce petit mouvement dans les endroits figés de nous-mêmes, eh bien, notre organisme peut commencer à digérer en fait ces matériaux-là. Bien sûr, il y a des situations, on ne va pas être idéaliste, il y a des situations où on est en prise avec des informations qui sont trop enquistées ou trop bloquées, et c'est là où on a besoin d'aller voir quelqu'un pour être accompagné, recevoir un soin ou être accompagné parce que c'est trop difficile. Mais déjà faire confiance en fait, tout simplement dans nos capacités profondes de réguler, et d'ailleurs le corps le fait tout le temps, vraiment H24, et donc c'est vraiment cette confiance fondamentale dans l'organisme. Alors est-ce qu'il y a une confiance, est-ce que vous avez une confiance fondamentale dans la conscience? La conscience avec un grand C, puisque finalement l'aspect ultime de la conscience, on parlait de la conscience qui est partout dans les civilisations animistes, mais de la conscience avec un grand C, c'est-à-dire la conscience cosmique, la conscience, comment tu peux la définir et à quoi on fait appel et comment elle est cette conscience? Est-ce qu'elle est guérissante? Est-ce qu'elle est pleine d'amour? Enfin bon, on parle de Dieu quoi, quelque part. Comment tu arrives à cette conscience cosmique? Alors, moi, ce que je dis souvent, c'est que la seule chose dont on est vraiment sûr, c'est qu'une expérience se donne à vivre en nous. D'où elle surgit cette expérience, on ne sait pas vraiment. Mais on est quand même en prise avec des traditions spirituelles, effectivement, qui depuis des millénaires nous parlent d'un niveau fondamental duquel surgirait justement le monde, nous, qui serait profondément conscient et amour. Ça, c'est un message qu'on entend souvent, mais amour au sens neutre, pas l'amour émotionnel. Et donc, j'ai plutôt tendance à penser ça, c'est-à-dire ça va être vraiment l'endroit où j'ai tendance à glisser, mais vraiment, la seule chose dont je suis sûre, c'est que quelque chose se donne à vivre en moi, et cette chose semble être désireuse de manifester du beau et de l'amour. C'est agréable de vivre dans un monde comme ça. C'est pas le monde des bisounours non plus. Non, c'est pas le monde des bisounours, parce qu'on est dans un monde
alors, on rentre dans des grandes questions métaphysiques. Mais oui, je veux mais c'est dire, important d'y aller. voilà, où un monde qui, lorsqu'il apparaît, va manifester plein de formes, va tenter en fait toutes sortes de formes. Et dans ces tentatives, il y a des fois des formes qui sont moins harmonieuses et qui, du coup, voilà, le chaos fait partie de la création aussi. Et des fois, c'est vrai que c'est pas simple. Hein, le mieux, c'est de le prendre comme une initiation, on va dire. Mais c'est vrai que c'est toujours pas toujours simple, voilà, de vivre cette vie incarnée. Donc au niveau des expériences, le fait de pouvoir entrer en contact avec cette grande conscience, c'est agréable en fait. C'est réparateur, c'est transcendant. Alors, vraiment, moi, je reprécise que je suis assez prudente, en fait, quand je pose des qualificatifs sur cette grande conscience. Parce que je suis à la fois profondément spirituelle, mais pas non plus affiliée à un courant ou un autre. Et j'ai cette posture, peut-être justement parce que j'ai grandi dans un milieu alternatif, où j'ai vu aussi de tout. J'ai cette vigilance à rester toujours très, très neutre, en fait, par rapport à cette conscience. Je pose le mot amour dans son sens le plus neutre. Ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est déjà énorme. Mais je ne personnifie pas cette conscience. Je pense qu'on est vraiment sur des niveaux qui sont tellement au-delà de tout que voilà, je reste très prudente quand je cherche à les qualifier. En tout cas, ça donne quand même l'impression d'être plus que ce qu'on pourrait croire, en fait. Ça, c'est certain. D'être plus grand, d'être plus large, d'être plus complet, voilà, d'être on est des êtres multidimensionnels. Voilà, comme les poupées russes ou alors comme un hologramme, on est intriqué, comme le dit la physique quantique. Il y a plein de manières de le voir, mais c'est clair qu'on est beaucoup plus vaste. Alors de ton côté, Nicolas, cette conscience cosmique, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que tu l'appelles comme ça personnellement ou... Je dirais qu'il y a à la fois la conscience cosmique, si tu veux mettre ce mot-là, en tout cas ciel, et une conscience organique. Quand tu disais tout à l'heure, cette sensibilité, et les deux sont intelligents. Et pour répondre à ta question, moi je dirais de comment tu vois cette confiance, je dirais que quand même quand on pratique la transe, ça, je trouve que c'est une école de la vie d'abord parce que on apprend qu'en s'abandonnant à un processus qui est parfois est organique, parfois est plutôt ciel, ouvre des niveaux de relation avec le divin ou avec. En fait, les mots sont vraiment très pauvres pour qualifier. Quand tu es en relation avec ça, c'est comme essayer de prendre un petit raisin sec avec écrit Dieu ou déçu, puis tu essaies de le capter et ça tombe parce que il n'y a pas de mots pour qualifier. D'ailleurs, les traditions ne donnent pas vraiment de mots pour qualifier. Et pour revenir à cette confiance, pour moi, elle se cultive très concrètement par l'expérience. Quand on s'est donné à la transe d'une manière répétitive, répétée, et qu'on apprend à lâcher de plus en plus le contrôle et à s'abandonner, y compris dans des zones qui parfois sont vraiment très effrayantes, parce que tu parlais de bisounours, la transe n'a rien de bisounours, parce que alors, je parlais un peu du but ultime, de la connexion avec plus grand et divin. Justement, sa structure du discernement, c'est-à-dire on s'abandonne dans des conditions, en fait. Mais dans la vie, il y a cette valeur du discernement à construire. Par contre, cette confiance dans un processus qui est là, à la fois de la vie, à la fois du mystère, moi je préfère l'appeler le mystère parce que justement ça ne le connote pas, ça laisse ouvert et laïque. C'est bien, vraiment, ça fait de la publicité pour ton livre, Myriam. Qui est formidable, son livre. Et très bien illustré, magnifique, avec des très belles illustrations. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Moi je dirais se confier au mystère, se confier à une intelligence du vivant qui quand même... Donc en fait, il y a de l'intelligence en fait. Toi, ce que tu vois, tu vois de l'amour, toi, tu vois de l'intelligence dans cette conscience. Oui, disons quand tu regardes que le chaos des étoiles et du Big Bang nous mène aujourd'hui là, dans un monde assez organisé, complexe, etc. Voilà, c'est quand même une intelligence qui nous dépasse, quoi. Voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez à dire? Oula non. Oula non. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur quelque chose encore? Justement, quand on parle d'intelligence, c'est tellement important parce que c'est ce qu'on a perdu quelque part avec cette bascule rationnelle. Enfin, on pourrait tellement rebondir sur des choses qui ont été dites. On pourrait en parler des heures parce que c'est vraiment justement ça qu'il faut réhabiliter. C'est qu'il y a une intelligence à l'œuvre dans nos psychés, dans nos profondeurs et qui remonte, qui tente de remonter à tous les niveaux de notre être. Donc c'est clair que voilà, ce mot-là est important.
Et donc, il y a beaucoup de gens, alors peut-être, parce que là, peut-être on est des habitués de la transe hypnotique, holotropique. Euh, les gens qui ont peur, en fait, de cet état de transe, peur, parce qu'avec cette vision, finalement, d'un inconscient plein de refoulements, etc., qu'est-ce qu'on peut dire pour les rassurer? Qu'est-ce qu'on peut dire pour leur donner envie d'expérimenter? Cette émission est là aussi pour ça, les virtuoses de l'hypnose, c'est pour dire ça existe, c'est possible. Et c'est vrai que cette émission est un peu différente des autres, parce qu'à chaque fois, je me suis je me suis intéressée à un champ d'application pour résoudre un problème, etc. Là, on est plus presque dans une invitation à un processus, en fait. Bon, les deux, parce que c'est aussi quand une personne a une problématique, elle arrive et le thérapeute pose son champ et sa conception autour, en quelque sorte. Hein. La personne a son champ et sa conception autour. Plus le thérapeute est ouvert à un ensemble de dispositions, de possibilités, plus la façon dont cette problématique va se gérer, en quelque sorte, et se transformer, où est-ce que ça va emmener cette personne, cette problématique. Du coup, le champ étant ouvert, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent arriver. Moi, ce que je dirais par rapport à ta question, c'est que je l'ai vécu, c'est mon quotidien, puisque les patients, quand ils arrivent, bon, ils peuvent aller de la méditation à l'expérience holotropique. Et du coup, je leur parle toujours c'est comme à la piscine, il y a le petit bain, il y a le grand bain, et puis il y a l'océan, puis il y a le large pour ceux qui veulent faire de la plongée sous-marine. Mais je veux dire, et puis il y a le ciel pour ceux qui veulent faire du... Il y en a qui restent au bord de la piscine, alors. Exactement, et tout est OK. Chacun fait sa vie comme il a envie de la faire, explore ce qu'il a envie d'explorer. Mais si la personne a envie de savoir ce que c'est qu'un état modifié de conscience et a peur du grand bain de la transe avec un grand T, disons, l'hypnose est vraiment, je trouve, vraiment une bonne porte d'entrée parce que c'est une relation. Pour moi, l'hypnose, par exemple, je ne suis pas trop d'accord avec beaucoup de définitions sur l'hypnose. Je pense que l'hypnose, d'abord, est une méthode qui permet d'ouvrir la porte à un état ou à un processus, disons, mais que ce processus n'appartient pas à l'hypnose. La conscience n'appartient à rien, à personne. Hein. Elle est première, seconde, donc ce qu'on veut, mais l'hypnose produit un état modifié de conscience que peuvent produire d'autres, voilà. Mais après, elle a une façon de travailler avec cet état. Mais si le thérapeute, et d'ailleurs, l'histoire le montre très bien, chaque thérapeute avec ses conceptions produit des états différents en hypnose. C'est pour ça que c'est difficile de dire vraiment qu'est-ce que l'hypnose. Ça dépend du thérapeute avec qui tu vas, à peu près. Hein. Mais on peut vivre des expériences spirituelles en hypnose, on peut ouvrir les champs, on peut aller dans le monde des ancêtres, dans des mondes transpersonnels, comme on peut rester dans le territoire psychique, familier, voilà, et s'y passer, que ce soit très tranquille. Du coup, voilà, moi je dirais toujours que le petit bain, c'est l'hypnose pour les patients qui veulent. Puis après, on peut ouvrir déjà avec l'hypnose des espaces de plus en plus grands. Et après, quand ils sont prêts, ils peuvent aller dans des transes encore plus intenses, plus puissantes, plus initiatiques, au sens vraiment qu'elles ouvrent vraiment grandement la relation avec des espaces sacrés, quoi. Donc, je rappelle que tu vis à moitié au Mexique et à moitié en France. Voilà, ça conditionne pas mal de choses, c'est sûr que c'est une gymnastique. Ok. Donc, eh bien, c'est le moment de se quitter, mais avant, j'aimerais bien que vous nous parliez de vos écoles, puisque tu co-diriges l'école Arborescence à Dijon. Tout à fait. Donc, c'est une école de thérapie psychocorporelle, mais encore une fois au sens large, c'est-à-dire que le corps et la psyché sont deux portes majeures pour aller vers l'être, mais il y en a plein. Hein. Donc, on n'est pas dans justement ce dualisme corps-esprit. L'être est complexe et il y a deux façons de rentrer majeures pour travailler l'accompagnement. Et donc, on propose à la fois des stages expérientiels pour les gens qui veulent venir développer un travail personnel. Donc, notamment, je propose un stage en juillet qui s'appelle « Votre corps vous parle », où on va vraiment vous emmener dans la découverte de ce que votre corps a à vous dire. On propose des cycles de formation pour tout un chacun ou des thérapeutes qui ont envie de se spécialiser sur un outil, et ensuite un cycle de formation qui forme des thérapeutes psychocorporels. Et on a tous les labels, Calliope, tout ça, donc vous pouvez faire vos devis pour des prises en charge. Voilà. Et on a surtout page de publicité. Voilà, on a surtout une super équipe, c'est vraiment une très belle aventure. Ok, et puis on te retrouve aussi dans ton livre très bientôt. Un corps extraordinaire. Un corps extraordinaire, au lotus et l'éléphant. Et toi, Nicolas, ton école de la transe? Alors au départ, c'est né de l'observation des patients, puis ma réflexion sur la transe, l'animation des stages, etc.
de dire, mais en fait, il faudrait permettre aux gens qui ont été un peu calibrés dans une culture rationnelle, etc., mais à qui on n'a pas appris à développer, pas seulement une forme de transe comme l'auto-hypnose, mais des formes de transe qui puissent toucher un peu les confins de leur conscience et des possibilités de leur conscience, voilà, leur apprendre à transer, disons, hein, de plein de façons, pour qu'ils puissent l'utiliser au quotidien, mais aussi que ça change leur façon à eux de relationner, disons. Donc voilà, au départ, l'école de la transe a été créée avec cette intention-là, ça veut dire pour le tout public qui viennent expérimenter, apprendre des repères aussi hein, pour comprendre ce qu'on fait, c'est pas juste comme ça. Au contraire, de manière très sécure, on va apprendre les petits bains, puis on y va doucement et on s'arrête où on veut, enfin, il n'y a pas de projet particulier. Donc ça, c'est le volet un petit peu pour tout le monde. Et le deuxième volet, après, c'est les thérapeutes pour apprendre aux thérapeutes à travailler avec la transe, avec leurs patients. Donc c'est avec la méthode HEC, hypnose ericksonienne chamanique. Transpersonnel, T. Ah bon, limite transpersonnel pour HET, ouvrir le champ alors, et pas le fermer hypnose autour ericksonienne, transpersonnelle. Pardon, voilà. alors j'ai halluciné. Non, c'est simplement que le paradigme transpersonnel, il veut rester laïque. Et ça, ça me plaît bien. Je suis d'accord et en diapason avec Myriam là-dessus. C'est-à-dire pas l'enfermer dans un nouveau, que ce soit chamanisme, que ce soit ceci ou cela. Non, non, c'est pas l'hypnose religieuse, c'est pas religieux, c'est pas. Ça veut rester laïque, ça veut dire appréhender la dimension spirituelle comme une dimension de la réalité et qui nous fonde, mais sans la mettre dans une école particulière. Chacun après est libre de sa trajectoire personnelle. Et donc l'idée c'est ça, c'est de simplement repositionner l'hypnose Erickson dans une dimension et un paradigme transpersonnel, voilà, où évidemment dans ma forme il y a plus de chamanisme parce que j'ai on va dire une résonance, puis comme tu disais, je vis entre la France et le Mexique, alors c'est sûr que ça imprègne, hein, c'est difficile de ne pas être imprégné. Et du coup, voilà, donc ma forme est celle-là, mais au-delà de ça, c'était pour ouvrir un champ là-dessus. Et justement, bon, je termine enfin mon ouvrage, qui va s'appeler L'école de la transe, hypnose ericksonienne transpersonnelle, et qui va poser le paradigme théorique, justement, pour un peu clarifier tous les aspects. Alors, c'est un très, très gros travail. Génial. Parce que l'objectif, c'est à la fois de présenter ma façon de travailler, mais sans enfermer non plus. Donc j'ai lu quelques chapitres et c'est vraiment tout à fait passionnant. Et tu es aussi formateur en respiration holotropique à l'école du Césum. Au Césum, dans le cadre du Growth Legacy Training, et puis je forme à différentes choses, l'accompagnement des expériences extraordinaires. Bon, voilà, donc vous pouvez absolument retrouver mes invités. Il ne tient qu'à vous de retrouver Myriam Gablier et Nicolas Dumont. Et je vous remercie d'être venus jusqu'ici dans les studios des virtuoses de l'hypnose sur ABC Talk TV. Vous avez aimé cette émission? Eh bien tout simplement partagez-la et laissez-nous des commentaires. À bientôt dans les virtuoses de l'hypnose.